Lundi 3 avril 2017, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le pape François s'est rendu dans un centre pour non-voyants le vendredi 31 mars 2017. Cette visite s'inscrit dans la suite du jubilé de la miséricorde pour mettre en lumière les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle en faveur de ceux qui vivent dans les situations d'exclusion physique et sociale. Le pape François a effectué une visite ce vendredi après-midi dans un institut pour non-voyants. Le Saint-Père s'est rendu au centre régional Saint-Alexis-Marguerite de Savoie pour aveugles à Rome. Cette structure travaille à l'inclusion sociale des aveugles et malvoyants. Au cours de sa visite, le pape a rencontré des non-voyants atteints de diverses pathologies, parmi lesquels une cinquantaine d'enfants qui reçoivent au centre une formation spéciale pour les aider dans leurs gestes quotidiens et 37 adultes et personnes âgées qui y résident. François a également salué le personnel soignant et les bénévoles travaillant dans le centre. Il a fait un don au centre médical et signé le livre d'or de la chapelle en souvenir de son passage. Le pape François a reçu ce samedi 1er avril 2017 la communauté du collège pontifical espagnol San José de Rome. Au cours de la rencontre, le pape a souligné que la vocation du prêtre s'ancre dans le premier commandement, celui de l'amour, et que les prêtres ont le devoir de témoigner de Dieu par leur unité. À l'occasion des 125 ans de la fondation de la communauté, le pape a reçu ce samedi 1er avril en la salle Clémentine au Vatican 160 membres du collège pontifical espagnol Saint-José de Rome. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Le pape est revenu sur les paroles de Jésus dans l'évangile de Marc et a souligné dans un discours fort que le carriérisme est la vraie peste de l'Église. Rappelant la vocation de cette institution spécialisée dans la formation des clercs, le pape a souligné l'importance de l'unité entre frères et sœurs, signe de la présence de Dieu et la disponibilité à tout offrir pour le Seigneur. La formation d'un prêtre ne peut pas être uniquement académique, mais elle doit être intégrale pour aborder tous les aspects de la vie, en s'appuyant sur les 4 piliers en interaction académique, spirituelle, communautaire et apostolique. S'il manque un de ces piliers, la formation commence à boiter et le prêtre finit paralysé. Le pape a prié les prêtres de ne pas se contenter du titre, mais d'être des disciples à plein temps. Il a aussi déploré l'académisme clérical que naissent de toutes les idéologies qui empoisonnent l'Église. Fuyez l'académisme ecclésiastique, c'est une peste. Le pape François a effectué une visite hier dimanche à Capri, une région située au nord-est de l'Italie. Au cours de la messe qu'il a célébrée à l'occasion, le pape François a insisté sur la libération apportée par le Christ qui permet aux chrétiens de ne jamais s'enfermer sur sa douleur et ses larmes, mais d'espérer dans le Dieu qui ressuscite les morts et défait les nœuds. Soulignons que la ville de Capri a été frappée par un séisme les 20 et 29 mai 2012. Le pape François est arrivé ce dimanche 2 avril à Carpi, dans le nord de l'Italie, pour une visite pastorale dans une région frappée en 2012 par un séisme meurtrier. Arrivé en hélicoptère, il a présidé la messe sur la place des Martyrs devant la cathédrale. Dans son homélie, le pape s'est appuyé sur les lectures du jour qui parlent du Dieu de la vie qui vainc la mort pour exhorter à choisir l'espérance de Dieu plutôt que la tristesse des tombeaux. Dans son homélie commentant l'épisode biblique de la résurrection de Lazare, le Saint-Père appelle à choisir entre rester du côté du tombeau, enfermé dans la tristesse, coincé dans les décombres de la vie, ou aller du côté de Jésus, ouvert à l'espérance, comme vous, s'adresse-t-il à la foule. Avec l'aide de Dieu, soulever les décombres et reconstruire avec une patiente espérance. Le pape a rappelé que devant le tombeau de Lazare, fermé d'une grande pierre, tout semblait terminé et même Jésus est secoué par le mystère dramatique de la perte d'une personne chère. Il ne fuit pas la souffrance qui appartient à cette vie, mais il ne se fait pas emprisonner par le pessimisme ou emporté par le découragement. Le pape a ainsi appelé à laisser la grande désillusion que constitue la précarité de notre vie de mortels, pour s'ouvrir à l'espérance qui s'appelle Jésus.
Comment? En identifiant nos blessures, nos petits tombeaux et en laissant Jésus y entrer. Quel que soit le poids du passé, la grandeur du péché, la force de la honte, ne barrons jamais l'entrée au Seigneur. Rappelant la parole de Jésus, enlevez la pierre qui bloque le tombeau. Le Seigneur désire au contraire ouvrir la voie de la vie, celle de la rencontre avec lui, de la confiance en lui, de la résurrection du cœur. Il y aura toujours des problèmes, a reconnu le pape, mais nous pouvons trouver une nouvelle stabilité en Jésus qui est la résurrection et la vie. L'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, connaît de vives tensions après le limogeage du ministre des Finances jeudi dernier. Le secrétaire général du parti, Gwede Mantashe, a aussi fait part de sa déception après la décision prise par le numéro 1 sud-africain, Pravin Gordhan. Le désormais ex-ministre des Finances était en conflit ouvert avec le président Zuma, empêtré dans plusieurs affaires de corruption. Vive tension au sein de l'ANC après le limogeage jeudi du ministre des Finances Pravin Gordhan par le président Jacob Zuma. Dans une interview à la radio, Gwede Mantashe, le secrétaire général du parti au pouvoir en Afrique du Sud, a fait part de sa déception après la décision prise par le numéro 1 sud-africain. Pravin Gordhan, le désormais ex-ministre des Finances, était en conflit ouvert avec le président Zuma, empêtré dans plusieurs affaires de corruption. Pas de quoi justifier cependant le départ de Gordhan, qui a bonne presse auprès des investisseurs grâce à sa rigueur dans la gestion des fonds publics, soutiennent de nombreux Sud-Africains. Plusieurs observateurs pensent par ailleurs que le choix du futur chef de l'ANC en prévision des élections de 2019 n'est pas étranger au limogeage de Gordhan. L'ancien ministre soutient la candidature de Cyril Ramaphosa, le vice-président du parti, en bataille contre Nkosazana Dlamini Zuma, qui jouit du soutien de son ancien mari, Jacob Zuma. Le choix du prochain entraîneur des Black Stars du Ghana, 3 sélectionneurs retenus pour passer le dernier tour d'entretien avec les responsables de la Fédération ghanéenne de football. L'ancien international ghanéen James Appiah, qui fait partie des 3 derniers choix, se verrait bien prendre la succession d'Avram Grant sur le banc de touche de l'équipe nationale du Ghana. James Kwesi Appiah se verrait bien prendre la succession d'Avram Grant sur le banc de touche des Black Stars du Ghana. L'ancien international ghanéen fait partie d'une liste de 3 sélectionneurs retenus pour passer le dernier tour d'entretien avec les responsables de la Fédération ghanéenne de football en charge du choix du prochain sélectionneur. En même temps que lui, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, champion d'Afrique 2002, Wilfried Schäfer, défendra son projet pour le football ghanéen, de même que l'ancien international français Willy Sagnol, dont l'expérience en sélection jeune en France et au sein des Girondins de Bordeaux pourrait compenser son manque de connaissance du contexte africain. James Kwesi Appiah, pour sa part, l'avantage de connaître parfaitement le football ghanéen, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur, puisqu'il a présidé aux destinées des Black Stars entre 2012 et 2014. Les auditions qui débutent ce vendredi donneront leurs résultats dans la première quinzaine du mois d'avril. Il avait annoncé, il l'a fait. Le prix Nobel de la littérature nigérian, Wole Soyinka, avait annoncé qu'il quitterait les États-Unis si Donald Trump était élu président. Après avoir jeté sa green card, cette figure intellectuelle du continent africain s'installe finalement en Afrique du Sud pour rejoindre l'université de Johannesburg. Âgé de 83 ans, Wole Soyinka vivait depuis plus de 20 ans aux États-Unis. Il avait promis de quitter les États-Unis si Donald Trump était élu à la Maison-Blanche. L'écrivain Wole Soyinka va s'installer en Afrique du Sud. Révolté par les résultats de l'élection américaine, le prix Nobel de littérature avait annoncé en décembre dernier avoir déchiré sa carte verte qui lui permettait de résider aux États-Unis. Une colère qui n'a pas faibli il y a quelques jours au Salon du Livre de Paris, où Wole Soyinka était revenu sur ce qui l'avait motivé à vouloir quitter l'Amérique. L'horreur de tout ça était de voir ces centaines de milliers de gens en train d'applaudir quand il exposait ses sentiments. Alors j'ai juste dit, je ne veux pas vivre ici. Figure intellectuelle du continent, Wole Soyinka, qui enseignait à New York, va désormais rejoindre l'université de Johannesburg.
L'écrivain nigérian est la première personnalité noire dans le monde à avoir obtenu le prix Nobel de littérature, qu'il a reçu en 1986. Les négociations dans l'impasse en Guyane, le plan d'urgence annoncé par le ministre des Outre-mer de plus d'1 milliard d'euros pour trouver une issue aux 2 semaines de mouvements sociaux inédits sur ce territoire a été refusé par le collectif des Guyanais. Il réclame désormais 2,5 milliards d'euros maintenant et tout de suite. La veille, ils étaient restés 10 heures à négocier jusqu'au bout de la nuit. Cette fois, la réunion entre la ministre des Outre-mer et les collectifs n'a duré qu'un petit quart d'heure et s'est achevée par un constat de désaccord. Donc à exiger 2,5 milliards. Pour les protestataires, le plan d'1 milliard présenté par le gouvernement n'est pas suffisant. Si des efforts ont été soulignés dans les secteurs économiques et sécuritaires, ils réclament des avancées supplémentaires, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé. Le souci qu'il y a, c'est qu'on a 1,85 milliard de proposés sur 10 ans. Donc ça fait quoi? Ça fait 100 millions par an. Je ne sais pas si sur 10 ans c'est un entrée de l'urgence là, je crois pas. La ministre a pris acte du désaccord, assurant pour sa part être allée au bout du chemin. Si nous n'actons pas ça, nous allons complètement perdre cette mobilisation guyanaise. Dans un communiqué, elle a détaillé le projet d'accord soumis par l'État, incluant un plan d'urgence, des avancées thématiques, mais aussi un pacte d'avenir pour le département. Ce document n'a pas été signé, la grève et les blocages se poursuivent. Les syndicats ont appelé à une journée morte ce lundi et à une grande marche demain vers Kourou. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de votre aimable attention. Excellente semaine sur Divin Amour TV.